Merci infiniment, professeur Velas, pour cette présentation, j'ai envie de dire, non seulement convaincante, évidemment, d'un point de vue des preuves, mais surtout enthousiasmante, embarquante et qui nous pousse à poser un autre regard, peut-être, sur le vieillissement de manière générale. Et on va donc rentrer un peu plus en profondeur dans les gérosciences tout de suite et aller sur le terrain avec les professionnels pour voir concrètement comment les lignes peuvent bouger, en commençant peut-être par deux fonctions clés donc du programme ICOP que vous avez cité, un programme de l'OMS pour repérer et prévenir la perte d'autonomie. On va aborder dans un premier temps les questions de mobilité et de nutrition. En quoi les gérosciences peuvent-elles nous permettre d'adopter de nouveaux points de vue sur ces deux questions? Ils vont donc nous rejoindre France Mouret, qui est kinésithérapeute, on peut l'applaudir au passage, kinésithérapeute de formation, et qui est aujourd'hui, je vous laisse aller, voilà, vous installer sur la chaire, on est tout de même à l'Académie nationale de médecine, s'il vous plaît, et qui est aujourd'hui chercheur, professeur émérite à l'Université Bourgogne-Europe. Le professeur Agathe Reynaud, qui est endocrinologue de formation, voilà, qu'on peut applaudir également. Vous êtes spécialisé sur la personne âgée, notamment sur la nutrition. Vous êtes chef de service à l'hôpital Bichat, la PHP, et aussi présidente, c'est important, on peut le dire, du comité nutrition de la PHP. Le professeur Yves Roland, qui a été cité précédemment, voilà, qui va venir également nous rejoindre, professeur de médecine interne, de gériatrie au Gérontopole de Toulouse, au CHU de Toulouse, voilà, prenez place. Et puis enfin, Jean-Marc Brondello, qui est chercheur à l'INSERM de Montpellier, qui nous rejoint également, qui est spécialiste en médecine régénérative et antisénescence appliquée à la géroscience. Voilà, venez nous rejoindre, Jean-Marc Brondello. Françoise Mouret, je rappelle que vous avez exercé une longue partie de votre carrière en tant que kiné, que vous êtes ensuite tourné vers la recherche universitaire, que vous avez beaucoup étudié les questions de mouvement, les questions de motricité. Et puis en préparant cet échange, vous m'avez surpris parce que vous m'avez dit finalement quand on voit une personne de 90 ans marcher en face de nous, que cette personne elle a des difficultés à se déplacer, qu'elle va moins vite que les autres, bah finalement on trouve tout ça normal aujourd'hui au quotidien pour l'ensemble de la société et pour beaucoup de soignants. Et vous me dites, bah non, c'est pas normal qu'une personne de 90 ans ait des difficultés à se déplacer. Alors expliquez-nous pourquoi c'est pas normal. Merci pour cette question. Monsieur Velas le disait à l'instant, en vieillissant, on a plus de maladies, c'est clair. Mais cela ne veut pas dire que quand on atteint l'âge de 90 ans et que l'on marche à petits pas comme ça, on appelait ça autrefois la marche sénile, que cela soit normal. Il y a dans le vieillissement cette idée qu'il y a un vieillissement normal où la marche va se modifier un peu, mais relativement peu. Diminution de la vitesse, modification un peu de la cadence, de la longueur du pas. Mais reste une marche dite normale. Et quand elle est altérée au point de ressembler à un déplacement de petits pingouins sur la glace, eh bien, il s'agit là d'une marche que l'on peut dire pathologique en lien avec un certain nombre d'affections qu'on connaît bien. Et justement, à ce propos-là, vous dites on n'est pas fort en prévention en France, non. Et tant qu'on n'aura pas compris véritablement ce qu'est le vieillissement, et notamment le phénomène de compensation, ça ne servira à rien. On ne pourra pas aider les personnes de 90 ans à faire du semi-marathon ou celles de 100 ans non plus. Alors ma phrase a été un peu lapidaire en disant on n'est pas fort en France. En tout cas, dans le cadre du vieillissement, je peux le dire effectivement que jusqu'à présent, la vision était finalement empreinte d'un agisme assez fort. Et on va parler d'activité physique, mais l'idée comme ça, c'était de dire, ben voilà, on sait faire avec des gens jeunes, puis on va modifier un petit peu pour les gens âgés, on va faire moins fort, moins vite, moins violent, moins ceci, et puis ça ira bien. Ben non, ça ne va pas du tout. Et que pour faire la prévention dont on parle ici, encore faudrait-il effectivement mieux connaître les mécanismes du vieillissement, depuis la biologie dont on parlait tout à l'heure, jusqu'aux mécanismes qu'on étudie dans le laboratoire dans lequel je suis à Dijon, cognition, action, plasticité sensorimotrice, unité INSERM, où, entre autres, on cherche à comprendre comment va se modifier d'une manière finalement extrêmement insidieuse le contrôle du mouvement,
hein, et comment s'installent, parce que c'est inhérent au vieillissement, des processus de compensation, c'est-à-dire comment on arrive finalement à un âge assez avancé avec des niveaux de performance qui sont tout à fait bons, parce qu'on compense. Mais ça veut dire quoi très concrètement un processus de compensation? On saura mieux le dire quand nos recherches auront plus avancé, parce que c'est un processus complexe, mais ça rejoint l'idée de la capacité intrinsèque, des réserves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des réserves, comme on disait beaucoup en gériatrie, qu'elles soient cognitives, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient dans le contrôle moteur, eh bien, on va pouvoir faire face aux effets normaux de l'âge. Et il me semble que si on veut avancer qualitativement sur la prévention, eh bien, il faut mieux connaître ces processus pour renforcer ces capacités, et en particulier ces fameuses réserves fonctionnelles. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir une vision holistique et globale de la personne et de ne pas agir petit point par petit point, porte d'entrée par porte d'entrée. Autre idée reçue, vous nous dites, voilà, à 90 ans, quelqu'un qui fait le pingouin sur la banquise, c'est pas normal. Ce que l'on a mis en place, ou ce qu'on peut mettre en place en disant, ces programmes d'activité physique marchent pour les jeunes, on va les faire en un peu moins fort sur les personnes âgées. Vous me dites, c'est pas forcément la bonne manière de regarder les choses non plus. Il y a plein d'idées, plein de clichés que vous allez nous faire tomber ce matin. Vous dites sur les cas de fragilité d'une personne qui peut avoir des problèmes de hanches ou autres pour se déplacer. Longtemps, le corps médical, même s'il ne faut pas toujours généraliser, a eu l'idée de repousser l'intervention en disant tant qu'on n'a pas besoin d'opérer, tant qu'on n'a pas besoin de toucher, on garde, on n'agit pas. Et là, vous nous dites, ce n'est pas non plus forcément le bon réflexe à avoir. Oui, alors je ne suis pas tout à fait dans mon champ de compétences en parlant des indications opératoires, mais plus globalement, si vous voulez, le fait de pouvoir intervenir assez tôt, si vous prenez l'exemple d'une prothèse de hanche, permet effectivement d'éviter cette fameuse installation, là aussi plus ou moins sournoise, de la dépendance. Et ce que je pense être très intéressant, au-delà de la maladie elle-même, c'est la conséquence fonctionnelle de la maladie. Et que, selon les personnes, une fois de plus leur réserve, la même maladie n'aura pas le même impact fonctionnel. Et c'est évidemment là-dessus sur lequel il faut être vigilant, de ces petites fragilités, je ne parle pas de la fragilité, grand syndrome bien connu en gériatrie, mais de ces petites fragilités qui s'installent, sur lesquelles il faut être très tôt extrêmement vigilant. Très concrètement, pour qu'on comprenne bien votre propos, vous nous dites, bon voilà, quelqu'un qui va avoir un problème de hanche, de mobilité, qui va se déplacer de moins en moins ou avec de plus en plus de difficultés, au-delà des empêchements que la personne va connaître en termes de mobilité, quelles peuvent être les autres conséquences sur cette personne qui peuvent vous inquiéter ? Elles sont énormes, insidieuses et rejoignent un peu cette idée d'une vulnérabilité comme ça, parce que si on est moins mobile, eh bien on aura moins de contacts sociaux, donc c'est véritablement le mode de vie et le rapport aux autres qui va changer. Ça peut être la douleur qui va modifier l'humeur, qui va modifier le comportement de la personne. Voilà, toute la vie elle-même peut être modifiée par une infection qui finalement peut être traitée. Et j'attire l'attention en même temps sur le fait qu'ici aujourd'hui la chirurgie est rapide, le retour à domicile est rapide. Il n'empêche que si on est un peu âgé et qu'on a un petit peu de fragilité, on a besoin d'un accompagnement post-opératoire pour que les progrès de cette médecine puissent véritablement trouver toute leur dimension, quel que soit l'âge et le degré de fragilité. Là, on retient à nouveau l'idée que vous nous dites, et ce que nous disait le professeur Bruno Velas tout à l'heure, la personne est un tout, et on ne peut pas venir, c'est valable chez les jeunes comme chez les personnes âgées, mais on ne peut pas venir sur la personne âgée regarder uniquement avec un seul prisme. Effectivement, quelqu'un qui a des difficultés de mobilité, on peut dire ça tient, on laisse aller, mais on ne prend pas en compte les difficultés de relations sociales qui vont apparaître sur son humeur, les difficultés d'isolement, etc., et qui font que la personne va se dégrader, entre guillemets, beaucoup plus rapidement. On parle de science, pour vous qui étudiez en université le mouvement de manière générale. Il y a un point, je sais, qui vous tient à cœur aussi en termes de mouvement, et que vous vouliez rappeler, c'est on ne peut pas dissocier le corps du cerveau.
Alors, ça veut dire quoi très concrètement, Vieille François Mouret? histoire descartienne, mais dans notre laboratoire en particulier, il y a des collègues qui travaillent davantage, par exemple, sur le muscle, et là aussi, il y a un vrai sujet du muscle avec l'âge et des risques de sarcopénie, mais il y a aussi tout un axe autour d'un acte qu'on pourrait presque qualifier un peu de cognitivo-moteur, hein, c'est-à-dire que à la fois au niveau de la physiologie, le fait que le mouvement est contrôlé par le cerveau, et que quand quelqu'un commence à avoir des modifications dans le mouvement, c'est peut-être pas uniquement et toujours qu'un problème articulaire ou musculaire, mais bien un problème de contrôle moteur. C'est en particulier là-dessus que l'on travaille, et en particulier un de mes collègues, Jérémy Gaveau, qui est présent dans la salle, et qu'il y a aussi des liens entre la maladie, le trouble cognitif, et le moteur. Et là aussi, on s'y intéresse beaucoup, puisque les diagnostics précoces qui peuvent être faits dans le cadre des troubles neurocognitifs pourront demain, j'espère, s'accompagner d'une analyse fine de la motricité de ces personnes pour proposer des programmes véritablement adaptés et non pas des programmes dégradés. Et pour proposer des programmes adaptés, notamment de mouvement, de sport ou de motricité à des personnes âgées, vous insistez sur un point que parfois on ne prend pas en compte, qui est la notion de sens. Alors, tout être humain, quand il fait un mouvement, quand il vit, a besoin de sens, en théorie, chaque seconde de sa vie. Vous nous dites, chez la personne âgée, c'est encore plus important. Et quand on amène la personne âgée à faire du mouvement, à avoir une activité physique ou physiologique, la notion de sens dans le mouvement est très importante. Et vous prenez notamment en exemple le tai chi. Vous dites qu'il n'y a pas meilleur remède aujourd'hui contre la chute que le tai chi, parce qu'il fait lier cerveau et sens. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu pour tout le monde cette opinion ? Alors, cette idée que le mouvement doit avoir du sens, que ce soit en rééducation ou que ce soit en activité physique, j'ai le sentiment que chez les sujets jeunes, un mouvement répété, pas forcément bien finalisé, un peu avec une musique bien stimulante, peut fonctionner très bien. C'est pas forcément ça qui fonctionne chez le sujet âgé. Et en particulier dans le domaine de la rééducation, proposer un mouvement sans le rattacher à l'activité quotidienne de la personne ou à ce qui a du sens pour elle, est souvent un échec qu'on va qualifier de démotivation de la personne. Et je crois qu'il faut vraiment aller plus loin là-dessus. Après, on avait parlé du tai chi, qui a une littérature assez importante au niveau international et qui avait montré effectivement assez tôt une efficacité par rapport à d'autres programmes. Hein. Et je pense que si ce programme a été efficace, c'est en particulier pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y a dans la pratique de cette discipline l'idée que le mouvement est mentalisé en permanence. Et là aussi, c'est des sujets sur lesquels on travaille dans le laboratoire. Et le fait d'avoir une mentalisation importante, d'être capable de penser le mouvement et puis de le réaliser, est certainement une piste très importante dans la prévention dans le cadre du mauvais vieillissement. Ça veut dire qu'en tai chi, comme en yoga, s'il y a des pratiquants, si on n'est pas concentré à 100% sur le mouvement qu'on est en train de faire, même si c'est simple, voilà, c'est le mouvement, on ouvre les bras, eh ben on rate son mouvement. Et vous dites, c'est ça qui, d'un point de vue cognitif et physiologique, va être très efficace sur la personne âgée. On sait les liens de ça avec l'apprentissage. On sait que le monde sportif s'est emparé de cette idée il y a déjà longtemps maintenant, sur le fait de mentaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que, dans le domaine de la rééducation, comme dans l'activité physique, on implémente davantage cette idée dans les pratiques. Ouais, donc ça veut dire que ce qui partait, vous me citiez d'une bonne intention, on va inviter les personnes âgées à avoir une activité physique. Bon, grosso modo, on va copier ce qui se fait un petit peu ailleurs et on va le faire en mode plus soft et plus abordable. Ça doit être re-questionné et ça doit être peut-être réadapté. Adopter un de vos points de vue là-dessus. Une méta-analyse assez récente avait montré qu'il y avait un certain nombre de programmes dans la prévention de la chute qui s'avéraient assez peu efficaces en raison en particulier d'un dosage insuffisant, d'une intensité insuffisante, d'une fréquence insuffisante. Ouais. Agathe Reynaud, on voit avec France Mouret, ça va être aussi un petit peu le fil rouge de cette journée, qu'on va déconstruire beaucoup de clichés auprès des personnes âgées, qu'on a tout un travail à faire sur nous soignants, comment on les prend en compte. Et comment parfois aussi nos clichés nous bloquent dans nos têtes. France Mouret nous dit à 90 ans, quelqu'un qui marche
lentement, c'est pas normal, on peut faire mieux. Amener les gens à faire une activité physique, mais qui n'a pas forcément de sens, réinterrogeons-nous sur la manière dont on le fait. Attendre avant de les opérer parce qu'on a peur, interrogeons-nous aussi sur les conséquences globales pour la personne. Vous venez avec une autre idée fausse que l'on a souvent, on va s'arrêter dessus 2 minutes, une personne âgée, qu'elle soit chez elle, qu'elle soit dans une institution, qui mange moins, voilà, qui va maigrir un petit peu, qui va perdre du muscle, on va, la plupart du temps, trouver ça normal. Or, là non plus, ça n'est pas normal du tout. Alors, pourquoi ? Alors d'abord, je voudrais remercier pour l'invitation. Et en fait, bien se nourrir pour bien vieillir, en fait, ça commence assez tôt. Et en fait, les variations de poids vont aller avec. Bien vieillir, en fait, ça commence très tôt dans la vie. Ça commence presque à la conception avec la génétique. C'est très long, finalement, même si on a tous l'impression que la vie passe vite. Et finalement, c'est tous les facteurs qui vont arriver au cours de notre vie, qui vont conditionner le vieillissement. Alors, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il faut quand même le dire. Et puis, il y a aussi des choses qu'on contrôle, ou qu'on pourrait contrôler, ou qu'on pourrait aider à contrôler, qui est en effet la nutrition. Et donc, finalement, pour bien vieillir, il ne faut pas manger pareil à chaque âge de sa vie, et les signes inquiétants ne sont pas les mêmes à chaque âge de la vie. Donc, quand on est tout petit, enfant, adolescent, jeune adulte, et surtout, il faut avoir des besoins adaptés. Et puis, finalement, si on veut une longévité très importante, il faudrait manger proche du régime méditerranéen toute sa vie. D'accord ? Donc ça a été quand même bien montré, etc. Et qu'est-ce qui se passe en termes de variation de poids ? En fait, je ne parle pas avant l'âge de 20 ans, disons, mais à partir de 20 ans et jusqu'à 45-50 ans, 60 quelquefois, on a tendance à prendre du poids régulièrement, en moyenne sans atteindre des seuils d'obésité. Et donc, la prévention à cet âge-là, c'est de ne pas être en situation, d'essayer de ne pas aller vers l'obésité ni vers la dénutrition. Ensuite, il y a une espèce de plateau qui se passe. Et à l'échelle de la population générale, on a l'impression qu'après 60-70 ans, les gens maigrissent. Et donc, c'est là qu'apparaît le risque de dénutrition. Et en effet, dans la population générale, l'idée qu'une personne âgée maigrit après 60-70 ans, c'est observé comme un phénomène normal. C'est en effet fréquent. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, des jeunes personnes âgées qui maigrissent, mais c'est un mauvais signe en termes de pronostic d'aller vers la dépendance, etc. Et la différence, finalement, entre une perte de poids chez l'adulte jeune, en fait, ça va être une grosse maladie qui se voit beaucoup, qui a plein de traitements, etc. Et donc, on sait que la perte de poids elle est liée à cette maladie. Chez la personne âgée, c'est un peu plus compliqué parce que ça peut être un peu multifactoriel. Et donc, une personne âgée qui va bien ne maigrit pas. Une personne âgée qui maigrit, il faut aller chercher pourquoi et la traiter. J'ai une petite remarque sur ce que vous dites. Effectivement, ce phénomène que tout le monde trouve normal d'une personne âgée qui va perdre du poids, de maigrir, c'est normal. Elle vieillit, elle travaille moins, elle regarde plus la télé, je ne sais pas, c'est normal. Il y a 2 choses. Il y a le fait que l'on trouve en tant que soignant que c'est normal, et il y a ce côté insidieux où on ne le repère pas, où on ne veut pas le repérer. Une personne âgée va pouvoir voir dans sa journée une aide-soignante, des membres de sa famille, un médecin, un infirmier, une infirmière. Tout le monde remarque que quelque chose se passe, mais c'est à une telle dose lente, peut-être homéopathique, qu'à quel moment quelqu'un signale, qui a la légitimité pour signaler, qui tire la sonnette d'alarme ? Est-ce que ce n'est pas là aussi que le bas blesse ? Oui, c'est aussi pour ça qu'on appelle la dénutrition une maladie silencieuse, parce que la personne mange moins parce qu'elle n'a pas faim, donc elle ne s'en plaint pas. Et puis l'entourage observe une perte de poids progressive, c'est surtout là qu'on ne les voit pas. En fait, la meilleure façon, c'est de se peser. Parce que ça va identifier les pertes de poids très précocement et c'est un poids qui est mesuré par le médecin traitant ou par les autres professionnels de santé qui va donner l'alerte. À partir de 3 kg, 5 kg, il faut faire quelque chose. Pour peu que la personne effectivement conscientise elle-même que sa propre perte de poids n'est pas normale entre guillemets et qu'il est temps de la signaler. Vous dites souvent sur cette perte de poids, sur cette dénutrition, effectivement, on identifie trop tard et on ne va pas forcément non plus chercher les bonnes causes. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien ?
Alors, le plus souvent, on n'en cherche pas du tout, puisqu'on pense que c'est lié au vieillissement. Et puis, en fait, ça demande quand même un bilan médical assez complet pour savoir justement pourquoi, s'il y a des causes médicales de cette perte de poids. Alors, ça peut être tout depuis les troubles bucco-dentaires ou des incapacités physiques ou un manque de motivation. Ça peut être extrêmement large. Et donc, le rôle des gériatres quand il y a une perte de poids, c'est vraiment de faire un examen clinique des pieds à la tête et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et contrairement, pareil, à certaines idées reçues, la personne âgée, non seulement ne doit pas maigrir, mais elle peut prendre du poids si on lui donne des conditions favorables. Oui. Alors, c'est intéressant de dépister précocement les sujets sur lesquels on peut agir, évidemment. Et c'est vrai que sur le plan nutritionnel, ce qui compte, on en a déjà parlé, je pense qu'on va en reparler pas mal, c'est vraiment de garder ses muscles. Ouais. Et les muscles, contrairement à d'autres organes qui vieillissent et pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose, qui sont malades et sur lesquels on ne peut pas vraiment faire autre chose que des traitements symptomatiques, le muscle, il est capable de se refaire. On est tout à fait capable de proposer des solutions à une personne âgée pour qu'elle reprenne du poids. Une personne âgée peut reprendre du muscle, de la fonction musculaire jusque très très tard dans la vie. Jusqu'à quel âge on prend du muscle ? On peut prendre du muscle à 100 ans en EHPAD si on fait un programme d'activité physique. À 100 ans, notre corps, physiologiquement, peut encore prendre du muscle. De la force musculaire surtout. Ouais. Bon, c'est bon, alors j'ai un peu d'espoir devant moi. et là aussi, ce sont... pareil, des clichés à déconstruire au fur et à mesure dans le monde qui entoure les personnes âgées. Oui, c'est vrai que la nutrition, c'est quelque chose sur lequel, qui est quand même accessible avec des moyens peu coûteux, mais qui finalement ne l'est pas suffisamment fait parce que on s'en préoccupe pas trop, ou on banalise, ou on dit voilà. Une difficulté de manière générale, tout à l'heure France Mouret parlait d'agisme dans notre société, une certaine discrimination des personnes âgées, mais les jeunes vont dire nous on est aussi discriminés en tant que jeunes, donc je ne sais pas comment il faut employer ce terme, en tout cas avec beaucoup de minutie, mais vous dites qu'une des difficultés dans notre société, c'est que tous les messages de santé publique aujourd'hui sont adressés pour effectivement faire attention à sa nourriture, le fameux régime méditerranéen, ne pas manger trop sucré, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop tout court et gagner un poids stable. Notre société se trompe parce que ce n'est pas forcément le bon message à envoyer aux personnes âgées. Alors c'est vrai que le message, pas manger trop sucré, trop gras, trop salé, c'est vraiment utile pour les jeunes pour qui on aimerait bien prévenir l'obésité. Et les messages d'activité physique accompagnent ça. Et c'est vrai que comme la transition entre l'adulte en bonne santé et la personne âgée fragile est un peu floue et prolongée, finalement, on n'a pas des messages dirigés d'abord vers les jeunes malades, qui aussi ne doivent pas manger de manière restreinte quand ils commencent à perdre du poids, mais en particulier chez les personnes âgées. Et là, vous n'avez pas, pour la petite anecdote, vous n'avez pas réussi, vous, à faire changer ces messages auprès de Oui, on a, avec mes collègues, on avait l'idée de proposer de tous les messages à la télévision, mangez pas trop sucré, pas trop salé, etc., de le remplacer ou d'ajouter juste si vous êtes en bonne santé, en disant, là, c'est vrai que c'est mieux de pas trop grossir, mais avec l'idée que si on est malade, ces messages ne s'appliquent plus. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui va être difficile à faire passer, je pense. Ouais, donc, en réalité, quand je regarde mon père et que je râle parce qu'il mange du pâté et qu'il mange des frites, quelque part, je me trompe. S'il a un poids stable et qu'il est en bonne santé, tout va bien. Nous, on prescrit du Nutri-Score Z en dénutrition. Au moins, les choses sont claires. C'est une chose de faire tomber des idées fausses, c'en est une autre, ensuite, de passer à la pratique et de développer des programmes pour cela. Alors, professeur Vellas en a parlé un petit peu tout à l'heure. Yves Roland, votre équipe à l'IHU de Toulouse vient, il faut le souligner, le sursouligner, vient d'être sélectionnée parmi les meilleures équipes au monde dans la recherche sur le vieillissement en santé pour participer à ce fameux trophée international qui s'appelle X-Prize et qui est un concours mondial qui vous demande de faire gagner au minimum 10 ans sur le vieillissement, 20 ans, si c'est possible, sur le vieillissement. Et alors, on ne va pas passer la matinée dessus, mais il y aurait des choses passionnantes à dire. Vous avez fait le choix de prendre en charge, en cas de ce programme, des personnes de 65 ans, en surpoids, sédentaires,
éventuellement avec des difficultés motrices ou autres. Et qu'est-ce que vous faites auprès de ces personnes pour leur faire gagner 10 ans ou 20 ans sur le vieillissement, coaching intensif, sport le matin, l'après-midi, petite pilule pour se nourrir? Alors, merci beaucoup. Donc, le X-Prize, c'est un appel à projet qui est assez prestigieux, qui est lancé tous les 5 à 10 ans sur des thématiques variées. Donc, ils ont notamment porté les travaux sur les vols interstellaires et dans cet appel d'offres qui traduit aussi l'intérêt de la communauté scientifique pour le vieillissement, ils ont proposé, comme ils le font habituellement, un défi. Donc le slogan du X-Prize, c'est « Make Impossible Possible ». Donc là, le défi est bien entendu important, essayer de ralentir le vieillissement d'une dizaine d'années. Et à cet appel d'offres qui s'appelle Healthspan, un certain nombre d'équipes se sont effectivement positionnées, 600, et on a été retenu parmi les 40 pour proposer un projet qui, dans cette première étape, une étude pilote qui expérimente l'impact de ICOP poussé à l'extrême. Donc notre étude s'appelle ICOP Intense. Donc nous avons effectivement inclus des personnes qui sont obèses parce que les personnes obèses ou en surpoids ont habituellement une inflammation chronique, des personnes qui ont des difficultés motrices qu'on évalue sur un test de levée de chaise comme on le fait dans ICOP, des personnes qui sont sédentaires et des personnes de 65 à 85 ans également. Elles ont également une plainte amnésique, ce qui les met dans un groupe qui est effectivement à risque de déclin fonctionnel important. Donc c'est une population cible à qui nous proposons un programme d'intervention qui est assez ambitieux pour des personnes fragiles comme elles, à savoir venir 3 fois par semaine, passer une demi-journée où il y a un coaching personnalisé. Donc elles viennent sur le centre de recherche, et sur ce centre de recherche, on applique les recommandations de l'OMS, mais poussées à l'extrême. C'est-à-dire qu'on ça veut dire quoi, pousser à l'extrême? Elles viennent en survêtement, on les fait courir sur un tapis roulant pour perdre du poids et on les motive fortement derrière? Alors non, on n'essaie pas de leur faire perdre du poids, on essaie de leur faire gagner de la fonction. Donc l'objectif de cette étude, c'est d'améliorer 3 fonctions. Donc c'est ainsi que c'est formulé par cet appel à projet, c'est améliorer la fonction motrice, améliorer la fonction cognitive et améliorer la fonction immunitaire, qui sont 3 piliers importants pour avoir un vieillissement réussi. Et donc lors de cette intervention, ils font effectivement de l'activité physique, c'est un point central, c'est un levier très important évidemment pour essayer de bien vieillir. Donc ils ont un programme d'activité physique qui est tourné vers ce qu'apporte l'évidence actuellement, basé sur de l'endurance, mais également du renforcement musculaire, du travail de l'équilibre, de la souplesse. C'est personnalisé parce que ce sont des personnes qui ont des antécédents pour la plupart. Et puis on les prend en charge également sur le plan nutritionnel, en essayant de leur apporter des recommandations pour bien s'alimenter, tout simplement, ne pas avoir de carences également, qui sont supplémentées lorsque c'est nécessaire. On leur propose également une prise en charge cognitive avec une stimulation qui relève des propositions qui ont déjà été validées par d'autres équipes, notamment dans Finger, et puis les projets qui ont été portés par les équipes canadiennes qui montrent que lorsqu'on fait de la stimulation cognitive, lorsque l'on apprend à mémoriser, à trouver des stratégies, on améliore les performances cognitives, c'est quelque chose qui est également possible. Et puis on essaie de faire en sorte d'améliorer leur sérénité avec des applications qu'elles peuvent utiliser pour essayer de mieux dormir, notamment, et d'être mieux insérées dans la société. Donc tout ça, ça se passe sur 2 mois, donc c'est une intervention qui est de courte durée, ça fait partie du cahier des charges du X-Prize, et ces personnes qui étaient au nombre de 40 ont été inclus dans cette étude et ont terminé l'étude actuellement. Donc on n'a pas les résultats. Ce que l'on cherche à démontrer, c'est d'abord l'effet sur une étude pilote qui va être sans doute modeste parce que les effectifs sont faibles, mais voir des tendances pour pouvoir dimensionner une étude de plus grande ampleur par la suite. C'est également de voir si on fait bouger les biomarqueurs du vieillissement. Donc les objectifs, c'est améliorer la fonction motrice, la cognition, mais également l'immunité. Et par ailleurs, ce que nous allons voir, c'est si on arrive à infléchir certains mécanismes du vieillissement. Voilà ce que listait le professeur Bruno Velas, l'inflammation, les capacités régénératives, la sénescence, entre autres. Alors vous n'avez pas encore les résultats, les cours, elle est en cours, et puis X-Prize, pour information, c'est un concours qui dure sur plusieurs années, sur une durée assez longue, avec plusieurs phases de sélection et bien sûr plusieurs équipes au monde qui sont mises en concurrence. Mais sur cet échantillon que vous faites travailler, on a quand même quelques tendances qui ressortent déjà ou pas? Je n'ai pas les analyses encore, donc je ne veux pas vous donner plus que ça. On se doute que les patients qui vont être dans le groupe activité, c'est une étude randomisée. Donc les patients qui sont dans le groupe intervention, on espère, vont s'améliorer
notamment du fait de la prise en charge par l'activité physique, parce que c'est assez intense pour des personnes fragiles que de venir 3 fois par semaine. Ça représente sur 2 mois environ 45 heures. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Donc c'est vraiment un changement radical de leur mode de vie pour des personnes qui sont sédentaires. Ce sont des personnes qui passent plus de 7 heures assises par jour habituellement et qui d'un seul coup changent complètement leur mode de vie, leur mode alimentaire. Les interactions sociales sont totalement changées également. Donc c'est vraiment un changement radical, ce que l'on peut dire pour eux dans leur mode de vie. Donc on pense que l'on va faire... qu'on va faire bouger tout de même de façon importante des paramètres cliniques, mais probablement aussi des paramètres biologiques. Alors c'est effectivement une étude pilote, comme vous le dites. Donc l'idée, c'est d'avoir ce travail qui va nous permettre de redimensionner une étude de plus grande ampleur par la suite. Le X-Prize, c'est assez particulier comme mode d'appel d'offres, puisqu'il lance un défi. Et il y a plusieurs étapes, bien entendu. L'étape finale, donc, elle s'annonce prochainement pour nous, avec une proposition et les résultats de cette première étude, qui nous permettra d'être peut-être, je l'espère, d'être dans les 10 derniers sélectionnés. Et le vainqueur du X-Prize gagne 100 millions. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez inédit, puisque c'est le plus gros financement qui a jamais été donné à un appel à projet médical. Ouais, là, on croise les doigts pour que vous soyez dans les finalistes. Et surtout, là, vous avez bien teasé comme en télévision. Et on a vraiment, vraiment hâte d'avoir les résultats de cette étude sur un échantillon. Si on focus un petit peu plus sur les recherches que vous menez actuellement, vous avez, dans le cadre aussi de ce X-Prize, un recours à des corps cétoniques, une recherche plus approfondie sur les corps cétoniques. Alors, je ne sais pas si l'ensemble de la salle est au courant de ce que sont les corps cétoniques, mais on va peut-être le rappeler quand même en quelques mots. Et qu'est-ce que vous recherchez précisément? Alors effectivement, dans l'intervention, on évalue également l'impact que peut avoir une supplémentation par des corps cétoniques. Donc les corps cétoniques, c'est un substrat énergétique qui est fabriqué par l'organisme lorsque l'on jeûne. Lorsque vous jeûnez, à la fin de la matinée, vous aurez dans votre sang des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques nous intéressent parce que les travaux de recherche sur les régimes restrictifs, les jeûnes par exemple, montrent que les bénéfices qui ont été démontrés, surtout sur l'animal, sur la longévité, sont peut-être en partie liés à cette libération des corps cétoniques. Ces corps cétoniques, ils modifient les mécanismes biologiques du vieillissement, ils donnent un signal à l'organisme, il faut qu'il se répare. Lorsqu'on est à jeun, c'est l'heure de se réparer. Lorsqu'on mange, on fabrique. Donc ces corps cétoniques sont intéressants, mais la prise en charge par de la restriction calorique, ça c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Donc on ne peut pas faire jeûner nos personnes, donc Agathe le disait tout à l'heure, on ne va pas faire maigrir nos patients. Par contre, essayer de leurrer l'organisme en apportant des corps cétoniques par voie exogène, en lui donnant un signal pour mimer une situation de jeûne et avoir les bénéfices du jeûne, c'est ça le rationnel de la supplémentation exogène par des corps cétoniques. Donc on expérimente cette voie-là qui a déjà été en partie étudiée chez l'homme et qui est prometteuse. Donc on est en train de tromper quelque part le corps, on lui fait croire qu'il est à jeun et derrière on espère avoir des effets positifs sur le vieillissement. On parlait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est le professeur Velas qui disait, il y a 3000 je crois, cliniques de la longévité qui s'ouvrent dans le monde, elles sont en train de pousser comme des petits pains. Est-ce que si on vous suit dans ces cas-là sur des corps cétoniques, donc des compléments ou des médicaments que l'on doit prendre, on va effectivement vers ces gérosciences où on se nourrit de pilules, on trompe un peu son corps et on rentre dans une autre logique pour limiter le vieillissement ou ralentir le vieillissement? Alors, il y a effectivement une myriade de molécules qui sont pressenties comme étant géroprotectrices. C'est gérothérapie, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ciblent non pas des maladies mais des mécanismes du vieillissement, sont en cours d'expérimentation. Alors dans des essais précliniques sur l'animal, avec des choses qui sont parfois très enthousiasmantes. C'est-à-dire ? Par exemple, on sait de longue date que les inhibiteurs de la voie mTOR, par exemple, la rapamycine, permet d'améliorer les performances de mammifères comme les souris. Donc il y a de nombreuses molécules comme ça qui sont assez intéressantes. Alors le passage à l'homme dans des essais qui débutent est en cours. On a, comme le disait Bruno Velas, à ce jour, pas d'intervention qui soit supérieure à ce que l'on obtient par de la pratique de l'activité physique, une bonne nutrition, de la stimulation sociale, enfin tout ce que regroupe finalement les conclusions de l'OMS à travers le programme ICOP. Mais
comme vous le savez, ce n'est pas toujours très simple de mettre en place de l'activité physique ou de modifier les pratiques alimentaires. Et donc ces gyrothérapies, elles portent un espoir important parce que si on peut, avec des molécules qui sont inoffensives, infléchir les mécanismes de vieillissement, on peut penser qu'on va retarder l'émergence, l'incidence des maladies chroniques associées à l'âge. Mais tout ça est en cours d'expérimentation. Alors, ce n'est pas forcément des molécules très, très innovantes. Il y a aussi des molécules qui sont déjà connues, qu'on connaît depuis longtemps et qui sont peut-être intéressantes à donner dans le cadre de la prévention du vieillissement. Je pense notamment à la metformine. La metformine, c'est une molécule qu'on connaît, qu'on pratique depuis plus de 60 ans et qui a sans doute des vertus préventive en agissant directement sur les mécanismes du vieillissement. Donc, à titre d'exemple, il y a une étude actuellement qui est menée aux États-Unis qui s'appelle l'étude TAME, qui est portée par un de nos collègues de New York et qui véritablement cible ces mécanismes du vieillissement. Donc, ils ont inclus des personnes qui sont âgées, qui ont déjà une comorbidité, ce qui les met dans un groupe à haut risque d'avoir d'autres comorbidités à venir. Ce sont des personnes qui ne sont pas diabétiques. La metformine, c'est un médicament pour le diabète. Elles ne sont pas diabétiques et on leur donne de la metformine. Donc, c'est une étude randomisée qui a pour objectif de démontrer l'effet de la metformine dans la prévention d'une comorbidité quelle qu'elle soit. D'une comorbidité quelle qu'elle soit. Et donc ça, si cette étude s'avère positive, ça démontrera qu'on arrive en ciblant les mécanismes du vieillissement à retarder ou éviter l'incidence des comorbidités associé à l'âge. Donc, si je retiens bien et je comprends bien votre propos, vous êtes en train de nous dire, oui, du recours à certaines molécules, pourquoi pas, mais qui viennent en complément de tout ce que l'on a entendu jusqu'à présent, d'une prise en charge complète de la personne, et pas cette image de, oui, les molécules, les médicaments ou autres vont nous permettre de prolonger la vie indéfiniment. Je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse sur un bon mode de vie, sur la pratique d'activité physique. C'est très très efficace la pratique de l'activité physique et la prise en charge nutritionnelle. Ça marche très très bien. Donc d'ailleurs, ça c'est un point tout de même que l'on peut souligner, c'est-à-dire qu'on a un levier là qui est très très important, que l'on connaît, qui marche bien dans la prévention du vieillissement et qui peut-être pas assez utilisé. Beaucoup de personnes sont sédentaires, énormément de personnes sont sédentaires. La sédentarité génère du vieillissement, quel que soit l'âge. Donc ça, c'est déjà quelque chose que l'on connaît bien et qu'il faudrait mettre en place de façon peut-être plus active. Ouais. Professeur Roland, pour vous qui êtes dans la recherche, je fais un tout petit pas de côté, on en profite ce matin parce qu'on parle quand même de gyrosciences et de recherche. Et Antoine Piot nous rappelait tout à l'heure à quel point on est sur des sciences jeunes encore en termes d'existence. Je sais que vous insistez beaucoup, vous militez beaucoup pour qu'on multiplie les études sur les gyrosciences. Vous nous dites on en est juste au tout début comparé à d'autres secteurs de la médecine, puisqu'on est en plus ici dans l'Académie de médecine. Oui, bien sûr. Je pense que on rentre dans une nouvelle ère de la recherche en gériatrie avec des gyrothérapies qu'il va falloir expérimenter, avec des molécules qui sont très, très différentes les unes des autres. Il faut rester faut s'assurer que l'on ne propose pas à nos patients des molécules dangereuses aussi. Donc on parle parfois des cellules souches, on parle également des sénolytiques. Il y a de nombreuses molécules qui sont en cours d'expérimentation. Il faut avancer pas à pas, rester dans le cadre de la recherche, ne pas rentrer dans des prises en charge fantaisistes comme elles sont parfois médiatisées. Donc tout ceci prend du temps, bien entendu. Il faut s'assurer qu'on n'a pas d'effets délétères. On le propose souvent à des personnes qui sont encore actuellement fragiles. Et donc, il faut vraiment faire de la recherche de qualité et apporter de la preuve scientifique derrière tout cela, oui. Faire de la recherche de qualité, utiliser les bonnes cellules, les bonnes molécules. Je viens d'entendre le mot également de cellules souches et je me tourne vers votre voisin, vers Jean-Marc Bandello. Donc à l'INSERM à Montpellier, vous étudiez, vous, depuis longtemps, des thérapies innovantes et cellulaires. Et c'est vrai que extérieur au sujet, quand on entend ces termes de cellules souches, de thérapie cellulaire, moi j'ai tout de suite pensé à ce documentaire là, qui cartonne sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Don't Die, ne meurt pas, et puis ce milliardaire Brian Johnson qui lui, il dépense des millions pour faire de la recherche, pour prolonger sa vie, fait je ne sais combien d'heures de sport par jour, en tout cas haute dose, il ne se nourrit que de pilules, de 40 ou 50 pilules par jour. Il prélève des cellules souches sur son propre fils pour se les faire greffer dans l'espoir de prolonger sa vie. Et lui-même se fait prélever des cellules souches pour les donner à son père, pour prolonger également la vie de son père. Donc on voit la vision
pas seulement américaine, mais presque californienne de la recherche aujourd'hui sur le vieillissement. Alors pour vous qui étudiez les thérapies innovantes et cellulaires à l'INSERM, est-ce que vous êtes aussi dans ce mouvement ? Alors, merci pour l'invitation. Est-ce que je suis dans ce mouvement ? Mon équipe travaille sur les maladies musculo-squelettières du sujet âgé. Nous essayons justement depuis des années, avec le Christian Jorgensen, nous avons été des pionniers à essayer de régénérer le cartilage en injectant des cellules souches mésenchymateuses que l'on trouve soit dans la moelle osseuse, soit le tissu adipeux, également dans le cordon ombilical. Donc tout le type de ces thérapies depuis 10 ans ont été tentées et ont montré que ce n'était pas assez efficace. Donc c'est pas efficace, malgré les milliards que mettent les Américains là-dedans, les milliardaires pour y arriver, il n'y a pas d'efficacité scientifique prouvée à ce jour. Tous les essais cliniques, et le dernier que nous venons de publier, qui s'appelle ADIPO-A2, montrent qu'il n'y a pas de différence véritable entre un placebo et une injection de cellules souches mésenchymateuses intra-articulaires. Alors je fais juste une toute petite parenthèse, mais alors quand vous regardez l'argent qui est dépensé aux États-Unis, le nombre de cliniques, parce que j'ai cité ce milliardaire, mais il n'est pas tout seul, le nombre de cliniques qui est en train de se multiplier là-dessus, vous, en tant que scientifique, vous posez quel regard là-dessus ? Je me dis que heureusement que nous ne sommes pas aux États-Unis, que nous avons une certaine éthique en France et en Europe, même s'il y a certains pays européens qui favorisent ce type de thérapie. On a juste à passer en Suisse, par exemple. Non, je pense qu'il faut encore faire de la recherche. Il faut avoir une rigueur, on l'a tous dit. Il faut avoir une rigueur intellectuelle, scientifique, pour pouvoir avancer pas à pas. Actuellement, nous réfléchissons et nous avons publié une étude sur combiner justement ces cellules souches pour les améliorer, pour qu'elles soient capables d'avoir une fonctionnalité quand nous pensons qu'elles pourraient être utilisables en thérapie régénératrice. On a imaginé de la combiner avec des molécules pharmacologiques telles que la rapamycine, qui sont des molécules qui ont montré leurs efficacités pour être antisénescents. Parce que ces cellules souches, qu'elles soient très très jeunes, issues d'un cordon ombilical ou d'un sujet plus âgé, lorsqu'on va les mettre dans l'environnement pathologique de l'articulation, elles vont se retrouver dans un environnement sénescent, pro-sénescent. Et la sénescence, ce sont des cellules particulières qui ne vont pas mourir, mais qui sont en fait des zombicelles, des cellules zombicelles. Cellules zombies. Cellules zombies, voilà, qui vont être en fait immortelles et qui vont être très très heureuses d'aller contaminer les cellules environnantes. Et donc l'injection de ces cellules thérapeutiques, quel que soit leur âge, peuvent être compromises dans cet environnement pro-vieillissant, pro-inflammatoire que vont produire ces cellules zombies. Donc l'idée était de combiner ces cellules thérapeutiques ou leurs dérivés avec justement des molécules qui vont réduire cette sénescence environnementale, cette sénescence du micro-environnement tissulaire pathologique. Voilà l'idée. Si je comprends bien, là je résume pour tous ceux qui n'ont pas non plus un regard, on a des soignants qui n'ont pas un regard aussi scientifique que cela, on a des cellules zombies, ces fameux zombies cells à l'intérieur de notre corps, et puis on en a tout à l'heure parlé avec le professeur Velas, qu'elles ne vont pas se détruire, on ne va pas les détruire, on ne va pas pouvoir les remplacer, en tout cas aujourd'hui on n'a pas trouvé la manière de les remplacer, mais on peut réduire leurs effets à travers certaines molécules, c'est bien ça que vous êtes en train de tester en ce moment. Alors c'est exactement ça, donc c'est ce dont on vient de parler, c'est des molécules telles que la metformine par exemple. Nous avons pu montrer que cette molécule ou la rapamycine, lorsqu'on les met sur les zombicelles, sur les cellules zombies, sont capables de modifier leur métabolisme, modifier leur capacité à être inflammatoires. Et donc ces cellules-là, ces molécules pourraient être utilisées de façon périodique, peut-être pas données tous les jours, mais peut-être périodiquement, pour réduire les effets néfastes de l'accumulation de ces cellules pathologiques sénescentes dans l'organisme et dans les tissus, qui sont à l'origine de presque toutes les pathologies listées par le professeur Velas tout à l'heure. Ça va de Alzheimer jusqu'aux maladies musculo-squelettiques. On a ces cellules pathologiques qui s'accumulent avec le temps. Et vous vous intéressez entre autres au cas de l'arthrose, de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'on a comme premières indications des effets éventuellement de ces molécules sur ces pathologies ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un immense essai clinique avec plus de 3000 personnes incluses aux États-Unis pour suivre l'effet de la metformine.
C'est le premier essai clinique qui a été très difficilement accepté par la FDA, ce que nous avait dit notre collègue. Premier essai clinique qui va justement analyser le vieillissement, c'est-à-dire toutes les comorbidités, toutes les pathologies qui pourraient émerger sur ces populations de 3000 sujets. Il y a un petit essai clinique sur la rapamycine qui, elle, est plutôt concentrée sur les effets de la rapamycine sur les pertes cognitives, la faiblesse cognitive qui peut atteindre les personnes âgées. Mais pour l'instant, ce n'est que quelques essais cliniques. On n'a pas de molécules miracles. Et de toute façon, cibler les cellules sénescentes va être un sacré challenge. Ça a maintenant 10 ans qu'il y a une claire démonstration sur des modèles murins que ces cellules sont à l'origine de beaucoup de dégénérescence tissulaire avec le temps. Mais ces cellules sont très complexes. Elles vont être, la sénescence, c'est pas un phénotype très clair. C'est plutôt un syndrome. On est dans l'Académie de médecine, donc les médecins vont me comprendre. C'est plutôt un syndrome. On parle de syndrome sénescent. Donc ça va avoir des flavors différentes en fonction du type cellulaire, en fonction de chaque individu, en fonction du temps à laquelle on va regarder chez l'individu l'état sénescent. Donc on n'en est vraiment qu'au début et l'intégration justement par des approches multi-omiques plus l'intelligence artificielle vont nous permettre véritablement de détecter ces cellules pathologiques ou ces cellules bénéfiques, parce que la sénescence en fait est bénéfique à un certain stade du développement. Et donc, on a besoin de véritablement mieux comprendre ces cellules pour ensuite imaginer de pouvoir les moduler, les cibler, les éliminer et pas faire n'importe quoi. Et alors, donc, de manière très concrète, en attendant que ces études aboutissent et qu'on sache véritablement un petit peu lutter contre ces cellules zombies, est-ce que moi, je n'ai pas aujourd'hui, mais maintenant, intérêt à prendre les molécules que vous citiez pour me prévenir d'Alzheimer, pour me prévenir de l'arthrose, et quelque part faire mes cures régulières ou en prendre tous les jours au cas où? Alors, je dirais que non. Premièrement, donc, pas tout le monde est égaux. On n'a pas assez de recul pour prédire. On n'a pas encore les biomarqueurs. Je crois que c'est un gros travail que vous êtes en train de faire à Toulouse. On n'a pas de biomarqueurs. De prédiction de toutes ces pathologies. De toute façon, en France actuellement et en Europe, on ne traitera les gens que s'ils sont malades. On ne pourra pas véritablement les traiter avant. Est-ce qu'on peut éthiquement dire à une personne, vous allez avoir telle pathologie à 50 ans, lui avertir à 50 ans qu'il va avoir telle pathologie? Est-ce que toutes les personnes sont capables de recevoir cette information, de vivre avec pendant des années? Ce n'est pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir et à mettre en place. Il n'y a pas pour l'instant de biomarqueurs prédictifs. La multiplication de plusieurs approches transcriptomiques, protéomiques, toute une série d'approches, plus l'apparition de l'intelligence artificielle depuis quelques années, vont vraiment nous aider à stratifier les patients, stratifier les individus, et on n'en est qu'au début. Et c'est toute justement la portée de la géroscience, c'est essayer de classer les gens, de pouvoir prédire, et d'apporter des solutions à des personnes qui vont commencer à être malades ou qui vont le plus tôt possible pour retarder justement la pose de prothèse dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a justement un essai clinique, nous, qui montre qu'on va étudier, c'est que la pose de prothèse n'est pas, la récupération fonctionnelle des personnes qui ont une prothèse articulaire n'est pas tout le monde est égaux. Et donc on ne sait pas qui va répondre bien, qui ne va pas bien répondre. Alors oui, je suis d'accord qu'on pourrait poser une prothèse le plus tôt possible pour permettre à cette personne de revivre normalement, en tout cas d'essayer d'avoir un retour à une certaine normalité, mais on ne peut pas prédire si cette personne va vraiment récupérer correctement sa mobilité après la pose de prothèse. Il y a justement un essai clinique qu'on porte, Yves-Marie Pers, avec qui je travaille, porte actuellement à l'hôpital de Montpellier sur justement le suivi par des approches multi-omiques de la prédiction cinématique plus biologique et biochimique, de la prédiction de la récupération des patients après une pose de prothèse, parce que c'est très important de savoir si ces personnes vont récupérer ou pas, prédire si elles vont récupérer ou pas. Tout cet enjeu que vous signalez effectivement très bien, avoir une vision holistique, globale de la personne et ne pas agir chacun dans son coin, surtout sur les personnes âgées, et en même temps avoir une vision individualisée
de la personne que l'on a en face de nous parce qu'on ne réagit pas, chacun d'entre nous réagit de manière différente. Question que j'ai envie de poser à chacun d'entre vous, je vous la pose d'abord que Jean-Marc Bondello, on parle beaucoup de prévention depuis le départ de cette matinée. Professeur Velas, tout à l'heure, nous a donné en plus des indicateurs, nous disait 50 ans, c'est un bon âge pour commencer déjà à se poser des questions, parce qu'on a encore de la vitalité, on peut faire des choses et on a une prise de conscience peut-être plus rapide. À quel âge, d'après vous, faut commencer à prévenir ou à détecter biomarqueurs, etc. derrière ? On en avait discuté, peut-être oui, 50 ans, 60 ans pourrait être la bonne période où on pourrait imaginer faire une visite médicale avec la possibilité d'avertir les gens, de les informer, de les mettre éventuellement dans faire de la prévention le plus possible, à la fois nutritive, à la fois physique, avec de l'activité physique adaptée pour mon point de vue, ça pourrait être autour des... Là, vous avez conscience qu'en disant ça, dans une société qui est en plus vieillissante, vous allez démoraliser pas mal de monde et vous allez à l'encontre de l'imaginaire ou des clichés reçus en disant à 50 ans, il faut se poser des questions sur la prévention et le vieillissement. Quand on est cinquantenaire, on imagine que ça se pose à 60, 70 ans, voire plus tard, mais pas du tout à 50 ans. Bien sûr, c'est comme lorsqu'on nous dit depuis tout petit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien sûr, on pourrait dire on le fera plus tard, on n'est pas obligé, on n'est pas malade, on est en pleine santé, on est jeune, mais je ne sais pas ce que vous pensez. Et Yves Roland, vous vouliez compléter sur cette question, effectivement, à quel âge il faut commencer à détecter et à prévenir ? Parmi les patients qui sont les plus jeunes, suivis par ICOP, on s'aperçoit qu'il y a déjà des anomalies qui apparaissent, il y a des alertes. Donc, je pense qu'il faut commencer effectivement vers l'âge de 50 ans pour déployer ICOP. Mais d'une façon plus générale, je pense que la prévention du vieillissement, c'est une histoire de vie. Vous avez suivi comme moi l'interdiction des iPhones dans les écoles. Je pense que c'était une très bonne mesure pour limiter la sédentarité chez des enfants des adolescents qui sont à 70% sédentaires. On le sait, ils passent plus de 7 heures assis. Et ça, c'est du vieillissement. Et avoir des bonnes réserves lorsque l'on est jeune, on en parlait tout à l'heure de ces réserves, ça se construit toute la vie. Il y a des travaux à la Mayo Clinique qui visent à prévenir le vieillissement chez les enfants. Donc les enfants qui ont des chimiothérapies dans le cadre de lymphome développent des maladies cardiovasculaires plus tôt, 20 ans, 30 ans plus tard, sans doute parce qu'il y a des mécanismes qui sont induits par les chimiothérapies à cet âge-là et qui prédisent la survenue de comorbidités. Donc il y a des essais avec des sénolytiques notamment qui visent à prévenir chez ces enfants les maladies associées à l'âge futur. Dans la LFBC Study, chez des sujets qui sont en pleine forme, à l'inclusion, alors tous sont autonomes à l'inclusion, mais il y a des grandes disparités dans les performances motrices. Les sujets qui ont des bonnes forces musculaires au niveau des quadriceps sont ceux qui vont rentrer dans la dépendance beaucoup plus tard, 20 ans plus tard. Donc ça laisse penser qu'à chaque période de la vie, il faut avoir le maximum de réserves, alors que ce soit sur le plan moteur, sur le plan cognitif. Donc c'est de la bonne éducation, c'est de l'activité physique, c'est la lutte contre la sédentarité. Je pense que c'est une histoire de vie. Et donc ça doit être réfléchi pour toute la société, je pense, pour l'adaptation de la ville également, pour que les gens puissent être mobiles, pour qu'ils puissent avoir des activités sociales, pour qu'ils puissent bien manger. Donc tout ça, je pense que c'est de la lutte contre le vieillissement. Je complète avec une question supplémentaire et je rebondis sur ce que nous disait Jean-Marc Bondello qui nous dit finalement 5 fruits et légumes par jour, ça fait longtemps que le message est distillé. On s'est aperçu de deux choses quand même à l'issue de cette campagne, c'est que oui, le message a été distillé, mais les publics qui avaient peut-être le plus besoin d'entendre ce message, ceux qui avaient les plus grandes difficultés nutritionnelles entre autres, sont des publics qui souvent ont lâché l'affaire en disant c'est trop compliqué pour moi, la barre elle est trop haute, je n'y vais pas. Et on a très bien touché les publics qui avaient une très bonne nutrition et donc qui ont continué à manger au moins 5 légumes et fruits par jour. On a mal touché des publics pourtant qui avaient besoin d'entendre ces messages. Je pose la même question au professeur Roland. Vous citiez la sédentarité, c'est une réalité. Nos parents, nos grands-parents travaillaient en plein air, travaillaient au champ, avaient une activité physique. Nous, on est sur des générations où, en grande majorité, pour une partie de la population, on est en face d'un ordinateur 6 ou 7 heures par jour. On n'est plus du tout dans le même cadre sociétal qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Est-ce que vous voyez de nouvelles générations qui vont arriver avec les problèmes de sédentarité, d'obésité différents et qui nous amènent aussi à changer notre paire de lunettes sur les politiques du vieillissement
ou est-ce que c'est simplement là aussi une idée reçue ? C'est ce que l'on nous annonce avec l'augmentation du nombre de personnes obèses, en partie du fait de la sédentarité. 70% des adolescents passent plus de 7 heures assis par jour. Donc ça génère du vieillissement, de toute évidence. Donc lutter contre cette sédentarité à cet âge-là, je pense que c'est important. D'autant plus que ce comportement-là, c'est très difficile de modifier par la suite. Donc il est également prédictif d'un comportement sédentaire sur le reste des années. Donc se joue chez ces enfants un comportement aussi plus ou moins à risque de vieillissement dans les décennies qui suivent. Donc ça se joue tôt, oui, bien sûr, il y a un enjeu très important sur la sédentarité. France Mouret, réponse générale aussi sur cette question, et puis même question, à quel âge il faut se poser des questions sur le mouvement et changer certaines pratiques ? Quel âge il faut détecter les difficultés ? Vous savez, je pense que c'est une question existentielle que vous posez là, c'est-à-dire qu'on ne va pas établir un seuil en disant il faut commencer par là. C'est comme, ça vient d'être dit, comme il vient de le dire, c'est une façon de vivre depuis toujours, et ça rejoint la logique physiologique, hein, c'est-à-dire que c'est là qu'on va constituer les fameuses réserves. Et donc, le fait de bouger, mais ici, dans cet auditoire, ça peut paraître un point un peu trivial, en disant, bah oui, l'activité physique, c'est bien, il faut bouger, on va aller mieux. Mais je ne pense pas que ce soit une idée tant généralisée que ça, que de dire que de pratiquer de l'activité physique et de n'être pas trop ou pas du tout sédentaire va être un facteur du bien vieillir. Je ne crois pas du tout que l'idée soit si admise que cela. Et pour moi, c'est une histoire toute la vie. Alors, il y a un moment donné, on peut le situer autour de 60 ans, on peut le situer également avec un deuxième palier vers 70 ou 75 ans, ou peut-être il y a un certain nombre de mises au point qu'on peut faire à ce moment-là, mais tout ça doit commencer bien avant, de mon point de vue. Ouais. Agathe Reynaud, même question sur les enjeux de nutrition. On commence à détecter à quel âge ? Est-ce que 50 ans est un âge critique auquel on doit aussi faire un point plus appuyé ? Comme mes collègues l'ont dit, hein, le vieillissement, c'est un processus continu. Donc la question d'un âge où on met le curseur, ça peut être artificiel. Après, ça peut être aussi une bonne façon de communiquer. Donc ça, c'est un autre enjeu. Il y a la question de... Quand on parle de la santé au cours d'une vie, il y a une question aussi d'éducation à la santé. Et finalement, c'est à ça que vous faisiez référence, des gens qui ne connaissent pas les enjeux de la santé. Et on sait qu'il y a une grande hétérogénéité dans les modes de vie aussi à cause de ça. Donc il y a des choses à faire. Après, évidemment, c'est bien à partir de 50, 60 ans de se poser un peu les questions au moment où certaines pathologies apparaissent aussi, même si elles ne sont pas graves, qu'elles ne vous empêchent pas de vivre votre vie, mais que c'est une prise de conscience que son corps est faillible d'une certaine manière et que donc il faut engager la prévention. Je pense qu'on revient vraiment au titre de cette table ronde, bouger et bien se nourrir. Il y a des personnes pour qui ça va être acquis dans l'éducation et qui vont faire ça toute leur vie. Et puis, il y a des gens qui vont être capables de se saisir des messages de santé publique. Et donc, il y en a parmi ceux-là. Et puis, il y en a vers qui il faut aller, leur prendre la main et les aider. Et donc là, c'est vraiment une question de comment on organise la santé publique. France Mouret, vous avez entamé cette table en faisant tomber beaucoup de clichés. Et je rappelle donc celui qui me marquera toujours, une personne qui a 90 ans, a du mal à se déplacer, c'est pas normal. Et on devrait tous avoir une vision holistique de la personne et ne pas agir que sur notre point de vue. De ce que j'entends de vous quatre, en fait, vous faites des allers-retours. Non, il n'y aura pas des cellules souches miracles qui vont, par injection, nous permettre de vivre jusqu'à 150 ans sans aucun problème. Non, il faut prendre aussi en compte l'alimentation, le mouvement, les aspects cognitifs, les relations sociales des uns et des autres. À l'issue de cette table ronde et après ce premier cliché que vous avez fait tomber, quel est votre sentiment ? Je crois, enfin, on l'a entendu à travers nos différentes interventions, qu'on est à un tournant, hein, où peut-être on prend vraiment conscience de ce rôle de la prévention, de tout ce dont on dispose, tant sur un plan cellulaire que sur un plan des comportements, qu'ils soient alimentaires ou du mouvement, et que, on l'a dit, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est confronté à cela, à la chance de vieillir et d'arrêter de penser que c'est un problème quand même. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut les applaudir.
Le champ est très large, vous voyez, mais il y a beaucoup de clichés et d'images qui tombent. Je vous propose de nous donner une dizaine de minutes pour que vous aussi, dans cette salle, vous puissiez prendre la parole, poser vos questions ou simplement faire des remarques ou des surprises ou autres sur ce que vous avez entendu, sur votre pratique aussi au quotidien en tant que soignant ou dans des établissements. Un commentaire pour dire que faire des essais thérapeutiques pour démontrer l'efficacité d'un médicament, c'est extrêmement compliqué. Ça coûte des milliards d'euros et ça prend des années. Donc c'est pour ça qu'avant qu'on puisse valider si quelque chose marche ou pas, il faut qu'on puisse faire des essais sur des grands nombres avec la méthode qu'on ne connaît pas encore bien pour ce qui concerne la longévité en bonne santé. Donc c'est très difficile de dire si quelque chose marche ou ne marche pas tant qu'on n'a pas fait ça. On le voit pour la maladie d'Alzheimer, il a fallu des décades pour trouver la bonne cible, les biomarqueurs, etc. Donc c'est tout ce qu'il faudra pour le développement à ce niveau-là. Merci de cette remarque. C'est difficile, ça prend du temps effectivement, et pourtant on est arrivé à un temps de bascule de nos sociétés où les enjeux financiers imposent aussi, et sociétaux imposent d'aller très vite. Votre remarque, monsieur, allez-y. Bonjour, je suis le docteur Palbaou. Merci tout d'abord à vous quatre pour cette excellente table ronde, c'était très intéressant. J'ai une question pour monsieur Brondello. Bien sûr, il n'y aura pas de remède miracle avec des injections de cellules souches, mais on voit l'avènement des thérapies cellulaires. Comment est-ce que vous voyez, pour nous cliniciens en pratique, l'émergence de cette médecine régénérative appliquée du coup à la géroscience, puisque on prévient et on intervient avant que les maladies arrivent. Merci. Jean-Marc Brondello. Vous voulez savoir quoi exactement, qu'est-ce que je pense du futur? Alors le futur, alors on en est encore loin. Certaines personnes imaginent pouvoir utiliser des IPS-derived, donc vous savez ce que c'est, les IPS-derived, voilà. On va toujours c'est quoi, l'entendez-vous, ceux qui savent pas ce que c'est? Ce sont des tissus qui sont issus de cellules reprogrammées à partir de facteurs et qui ont un stade embryonnaire. Donc, ils seraient extrêmement jeunes pour l'instant. Et on pourrait imaginer de refabriquer des organes ou des tissus ou des organes in vitro et les réimplanter aux patients. Alors, moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que même si on fait ça, on va implanter un organe, certes, qui peut être dans le futur fonctionnel, mais on va le mettre dans un environnement âgé. La circulation, le microbiote, très important, qui est maintenant presque essentiel à tout ce qu'on imagine, vont être âgés. Donc, il va falloir aussi tenir compte de cet environnement âgé, l'inflammaging, l'environnement du sujet âgé, et on ne pourra pas probablement remplacer les organes comme ça facilement. Il va falloir combiner plusieurs approches. Ça ne pourra pas être une seule approche, plusieurs approches pour réussir. Mais à nouveau, on n'est pas là pour essayer de maintenir les gens sur Terre indéfiniment, hein. On est déjà très nombreux. Je crois que le message aujourd'hui était de dire faisons de la prévention pour que les gens vieillissent en bonne santé. Voilà. Mais pas être immortel. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vendre. En tout cas, c'est ce que je ne vends pas. La question préoccupe, hein, puisqu'on a eu deux grands dirigeants mondiaux qui échangeaient d'ailleurs quasi publiquement sous les micros de la télévision à ce sujet il y a quelques mois. Hein. Alors, il y a beaucoup de bras, madame, et puis ensuite, madame là-bas. Oui, bonjour, Sylvie Bonin-Guillaume. Donc, merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai vraiment apprécié votre débat. Donc, sans aller dans les détails, j'ai une très brève question pour France Mouret. C'est finalement, on remet en place pour la mobilité des kinésithérapeutes. Donc, peut-être qu'ils vont avoir dans leur formation, éducation aussi un rôle à jouer sur ces patients qui vieillissent et pas seulement pour maintenir la marche, entre guillemets. Et pour Jean-Marc Brondello, je trouve très intéressant cette approche que vous avez. Ma question est que finalement, la géroscience, j'ai peur que le public en général confonde géroscience, antisénescence, médicaments anti-aging, médecine de régénération. Quel serait le message très simple qu'on pourrait faire passer dans la population, parce que les gens mélangent tout. Et moi, il m'est arrivé d'avoir des patients qui m'ont dit « Docteur, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de vieillir ?» Donc, vous voyez, on est vraiment sur des questions simples. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un mot simple, enfin une phrase simple qui pourrait aider la population à comprendre qu'il ne faut pas confondre géroscience et toutes ces molécules extraordinaires qu'on nous prédit comme étant miraculeuses. Voilà. Alors, France Mouret, dans un premier temps, sur la formation des kinés. Merci Sylvie, je te réponds rapidement sur cette question.
les kinésithérapeutes, comme les autres, ont été extrêmement mal formés au vieillissement, et donc forcément aux rééducations, et encore pire, à la question de la prévention. Et ils ont appris, comme beaucoup, à rééduquer davantage des maladies que des malades. Et la vision holistique dont on a parlé, le caractère préventif, où ils peuvent agir, avec quel levier, comment, a très peu fait partie de leur formation. J'ai le sentiment là aussi que c'est en train de changer et qu'on va pouvoir demain avoir des kinésithérapeutes qui vont prendre réellement leur place, en particulier dans le cadre de la prévention. Mais ça reste un vœu pieux encore. L'autre question sur ce contraste quand même qu'on peut avoir entre ce terme de géroscience et ces clichés que l'on a, ou ce background qu'on a en ce moment de décor où on va prendre des pilules et on va vieillir en bonne santé, et puis ce qu'on entend en fait autour de cette table, ben non, c'est ICOP, bien manger, mettre du sens dans son mouvement, repenser les choses, avoir une bonne nourriture, avoir des bonnes relations sociales. C'est vrai que le contraste entre les deux est incroyable. On avait l'impression que la science allait tout résoudre. La science ne résoudra pas tout. Je crois qu'on a plusieurs soucis. Le premier souci, c'est culturel. Mettez bien voilà votre micro. C'est culturel. Voilà la place du vieillissement, de la personne âgée dans notre société, la peur que ça peut entraîner dans l'Occident par rapport à d'autres cultures, à d'autres régions du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la géroscience, c'est comprendre pourquoi nous vieillissons, en tout cas les mécanismes cellulaires, moléculaires, et tissulaires qui sont associés au vieillissement, avec bien sûr la mise en place de prévention, de méthodes scientifiques rigoureuses pour pouvoir étudier ce vieillissement. Mais à mon point de vue, bien sûr, il peut y avoir des abus de langage, des abus en disant on va trouver une molécule miracle qui va nous permettre de nous maintenir jeunes en permanence. Pour moi, ce n'est pas ça la géroscience. Après, je peux laisser mon collègue, professeur Yves Roland, voilà, pour compléter. Donner son avis. Oui, merci Sylvie. Donc, la géroscience, on en fait déjà. C'est-à-dire que lorsque l'on propose de l'activité physique, on module les mécanismes du vieillissement. Si en faisant de l'activité physique, on a moins de cancer, on a moins de maladies cardiovasculaires, on a une meilleure immunité, tous ces mécanismes que l'on connaît, enfin, qu'on a observés, mais qu'on comprend mieux maintenant via les connaissances en gérosciences, permettent de dire qu'en faisant de l'activité physique, on fait de la géroscience d'une certaine façon. Appliquons déjà ce qui est efficace. Ça, on peut le dire, comme c'est des messages. Donc, ICOP, c'est une façon de moduler ces mécanismes. Donc, c'est intervenir sur l'activité physique, sur le enfin, sur la nutrition, sur tout ce que l'on sait déjà. C'est très puissant déjà ce dont on dispose. Il faut l'appliquer. L'étude LIFE, l'étude de Marco Paor publiée dans le JAMA il y a quelques années, montre qu'en faisant 1h30 d'activité physique, on réduit de 20% son risque de devenir dépendant chez des personnes qui sont... 1h30 par jour. Oui. 1h30. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement... voilà, c'est quelque chose qui est faisable et qui est très puissant tout de même comme efficacité. Et ça passe par des mécanismes de la géroscience. Alors après, laissons avancer la recherche. Les travaux sont longs, compliqués, mais c'est quelque chose qui est très prometteur, bien entendu. Mais on a déjà des moyens permettant d'intervenir. Un commentaire pour répondre à cette question. Le fait novateur dans la géroscience, c'est que le but de la géroscience n'est pas de comprendre la biologie du vieillissement pour augmenter la longévité, mais c'est de comprendre la biologie du vieillissement pour expliquer les pathologies qui arrivent avec l'avancée en âge et trouver des thérapeutiques à ce niveau-là. Donc c'est là où il y a un consensus académique. C'est-à-dire, comment peut-on travailler sur des traitements contre la maladie d'Alzheimer sans prendre en compte le processus de vieillissement. Donc c'est ça la géroscience. Allez, 2 dernières questions. Madame, là, qui attend depuis tout à l'heure, puis ensuite monsieur. Merci beaucoup. Je suis Laurence Savet, je suis médecin de médecine physique et réadaptation. Vous avez parlé du bien vieillir et je voulais savoir si les modèles en gérosciences tiennent compte également par exemple, de l'augmentation de la prévalence du cancer chez les patients jeunes ou bien d'autres modèles comme des patients paralysés cérébrales chez qui on va être confronté à la problématique du vieillissement et qui est encore mal connue parce que c'est quand même des profils qu'on n'avait pas auparavant. Alors, qui peut répondre à madame? Sur aussi ces questions de nouvelles générations qui arrivent aussi avec d'autres pathologies. Je peux dire un mot à l'échelle, par exemple, d'une région où on s'est intéressé au vieillissement des personnes en situation de handicap. C'est ça rejoint un petit peu votre question. Là encore, on n'est pas très en avance.
On a eu du mal, d'une part, à comprendre que ces personnes vieillissent, allaient vieillir, et on se retrouve avec des modèles, j'allais dire, de gens qu'on n'a jamais eu avant. Hein. Et donc, par définition, on ne sait pas très bien comment ça marche. On a parlé de choses comme le vieillissement accéléré. Je vous défie de trouver une publication qui parle ou qui définisse ce que c'est que ça. Hein. Donc, je crois que là, ça fait typiquement partie des choses sur lesquelles il faut qu'on avance dans la connaissance des effets intriqués de l'âge et de ces pathologies et de ces handicaps et d'une manière générale des affections chroniques. Dernière intervention, monsieur. Merci bien, Amine Benyamina, je suis psychiatre addictologue. J'ai été très impressionné par votre table ronde. Et je reviens sur l'intitulé. De ce que j'ai compris, c'est bouger et bien se nourrir pour bien vieillir et un jour mourir, quoi, en gros, de ce que j'ai cru comprendre. Finalement, parce que, évidemment, la recherche va très vite. C'est une recherche sur le plan éthique qu'on ne peut pas arrêter, tant mieux, et qui peut, à un moment ou à un autre, peut-être garantir d'aller au-delà de ce qu'on peut espérer en matière d'âge. Or, la recherche ne peut se concevoir que dans un cadre dans lequel il y a une société, un environnement cohérent. Il n'aura échappé à personne qu'on vit dans une société dans laquelle il n'y a plus de place pour les jeunes. Je le dis pour des raisons liées à ma clinique. Les jeunes n'ont plus d'espace, c'est pour ça qu'ils vont dans le virtuel, en gros. Pas que, mais beaucoup. Et puis, de plus en plus, évidemment, on demande aux anciens, aux âgés, de disparaître, notamment parce que, de manière triviale et liée à l'actualité, il coûte cher à la société. Dixit la discussion et puis le débat sur les retraites. Or, on a le sentiment qu'il y a une avancée fantastique, enivrante même en matière de recherche pour maintenir la vie le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Et étant donné la fulgurance avec laquelle vous faites des recherches, peut-être qu'un jour on aura affaire à des gens qui ne seront peut-être pas éternels, mais très vieux. Alors on n'a pas le sentiment que parfois il est utile pour nous, chercheurs, de regarder l'environnement dans lequel on vit, en commençant par l'individuel qui évidemment ne vieillira pas sur le plan physique, comportemental et même sur le plan esthétique, mais qui peut-être est un peu harassé d'avoir vécu 100 ans dans sa tête. Et je laisse évidemment mes collègues cet après-midi psychiatres et gérontopsychiatres pour exprimer le sentiment. Donc je pense que quelque part, et puis l'environnement qui à un moment ou à un autre va se demander pourquoi il est encore en vie, quoi. Il m'arrive parfois, comme tout le monde, de découvrir dans l'actualité la disparition d'un grand écrivain, d'un grand comédien, dont je pensais qu'il n'existait plus. Je pense que quelque part par là, je pose la question de la cohérence dans laquelle on avance en matière de ce type de recherche. C'est juste un questionnement que je vous envoie en tant que table ronde, en tant qu'expert beaucoup plus qualifié qu'un observateur comme moi. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question qui est ontologique, quelque part propre à l'homme, et qui reste la question du sens derrière? Vieillir, ok, mais quel est le sens de tout ça? Yves Roland, qui se jette à l'eau. Non, oui, je veux bien, mais dans votre question, vous parlez de l'espérance de vie. Notre but, c'est surtout d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. C'est de maintenir la fonction, de retarder l'émergence des maladies. C'est ça l'objectif de nos travaux. C'est retarder l'apparition des comorbidités et essayer de faire en sorte que les personnes vivent longtemps en bonne santé. C'est ça. Alors, de fait, si l'on retarde la survenue des comorbidités, on vivra certainement plus longtemps. Mais l'objectif principal n'est pas de vivre plus longtemps. Ce n'est pas ça les objectifs de la géroscience. C'est d'être sur un bien vieillir, c'est-à-dire de garder sa fonction, ce qui est vraiment la définition de l'OMS. Voilà, Merci Yves Roland pour cette précision. Puis je dis à monsieur qu'on aura une table ronde, vous verrez, passionnante sur la santé mentale cet après-midi. Il ne faut vraiment pas la rater parce que c'est un des aspects d'ICOP, souvent l'aspect oublié. Vous verrez autres intervenants comme ceux de ce matin d'une excellente qualité. On peut applaudir une dernière fois nos 4 intervenants.